Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce titre-là est provocateur pour vous inciter, vous Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et de la diaspora, à venir nombreux et par émotion, au moins d'être au courant de ce qui se dessine de plus grave et dangereux pour nous Congolais, pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Ne soyez pas des idiots, s'il vous plaît. Ne soyez pas des idiots, s'il vous plaît. Ne vivez pas comme des idiots, s'il vous plaît. Ne mourrez pas comme des idiots, s'il vous plaît. Ce n'est pas à cause de Denis Christophe Sassou Nguesso, le fils grand voleur zaïrois, que nous allons détourner notre attention du danger en face qui se dessine. Ce n'est pas à cause de Denis Christophe Sassou Nguesso que nous allons détourner notre attention de soutenir notre meilleur allié historique, la République démocratique du Congo, la patrie sœur. Je vous rappelle que la situation des 49 mercenaires ivoiriens au Mali est déjà chez nous. Depuis 2017, il y a des mercenaires rwandais et ougandais. On parle de plus de 3500 mercenaires hyper entraînés. Ils sont parmi nous, en civil, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Brazzaville, Pointe-Noire, dans toutes les villes. Ils sont là, parmi nous. Ils n'attendent plus que le feu vert. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu la Sassou Nguesso et Denis Christophe Sassou Nguesso signer des accords de la vente à la découpe de plus de 12 000 hectares. C'est un centre d'entraînement. On est en train de s'entraîner parce que nous sommes au centre de la réorganisation géostratégique du monde à l'échelle sous-régionale. Et notre pays, le Congo-Brazzaville, sera sur la ligne de front. Et donc, nous sommes en danger. Historiquement, vous avez par exemple pu voir, le colon, quand il arrivait, il attaquait la tribu A, et la tribu B, oh, c'est pas nos affaires. Alors que le danger est en face de nous en République démocratique du Congo. Il est déjà chez nous là. C'est comme un cancer qui est là, qui est en train de méstataser. Au moment que vous cherchez à vous bouger, c'est fini. Donc il faut en tenir compte de ces dangers. On a attaqué la tribu A. Et puis, comme ils ont achevé la tribu A, oh ben, ils passent à la tribu B. Et donc nous sommes comme ça va arriver. Il y a toute une réorganisation géostratégique à l'échelle sous-régionale. Et à cause déjà des matières premières gigantesques que détient déjà la RDC, mais aussi dans toute la sous-région. Mais là, il y a la guerre entre l'Occident et l'Eurasie. L'Occident, c'est qui? C'est les Américains. Et la France-Afrique, le cheval de Troie. Donc, ils vont se partager le gâteau là. Et comme il y a la Chine, il y a la Russie et tout autour qui s'installe. Et donc, comme nous sommes comme des moutons africains, donc on va se faire avoir, donc on va encore nous massacrer. Vous savez, les rapports de tout ce qu'on a tué en RDC depuis 1999 à nos jours, on dit que bon, il n'y a rien, il n'y a pas eu on n'a pas assassiné là-bas. Donc, vous allez devoir, vous individuellement et collectivement, suivre d'abord le message de ce Rwandais qui défend la RDC. C'est bizarre. Un Rwandais qui défend la RDC contre Kagame. Vous allez voir là dans la vidéo. Et puis, écoutez les messages du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est un francophile. Il a étudié ici à Paris. Donc, c'est quelque part, il ne faudra pas trahir la France. La France, c'est la France-Afrique. Donc, vous imaginez les enjeux. Enfin, vous allez écouter à la fin de la vidéo l'analyse d'un fils d'Afrique, un analyste de la République démocratique du Congo, qui vit certainement aux États-Unis, mais qui a bien expliqué comment se dessine la géostratégie. Et donc, il risque d'avoir une guerre énorme tout autour de notre pays.
le Congo, Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, l'Angola, le Cameroun, le Centrafrique et autres. Donc vous allez suivre ça, s'il vous plaît. C'est pour vous. Ne soyez pas des naïfs. On prend tout ce temps-là pour vous alerter. Et vous êtes là, au lieu de prendre les vidéos et partager entre vous et les Congolais, autres, vous attendez seulement que ça se vous tue et on place un autre pion qui vient vous tuer et tout ce qui va se faire, vous êtes là pour pleurer. Et certains sont en Occident comme ils sont tranquilles. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Ukraine. Et imaginez-vous ce qui s'est passé ici en Occident, en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous risquons de subir ça. Quand les intérêts occidentaux seront menacés en Afrique, notre survie ici en Occident sera problématique. Donc vous devez en tenir compte de ça. Au lieu de prendre ces vidéos et partager et alerter tout le monde, vous êtes là en train de dormir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutez maintenant la suite de la vidéo. Ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 48. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, pardon, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Plein de rapports, y compris le rapport du tribunal international pénal. Saviez-vous que moi, je travaillais avec l'équipe d'enquête spéciale sur les crimes du FPR. En 2003, lorsqu'ils sont venus en concluant leurs travaux, les enquêteurs m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aider, mais hélas, le rapport va être classé sans suite. On n'était pas loin d'ici, on était à l'hôtel Georges V. J'ai dit, comment vous dites? Oui, on nous a demandé de classer ce rapport. C'était un grand rapport qui concluait que le FPR avait commis un génocide au Rwanda pour la période concernée, c'est-à-dire pour 1994. 1er janvier 1994, 31 décembre 1994. Le TPIR avait conclu dans un rapport, suite à des enquêtes faites pendant quelques années, que le FPR, lui aussi, comme ceux qui avaient commis le génocide contre les Tutsis, que le FPR avait commis un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont simples. Madame Carla Del Ponte, qui était procureure et qui devait recevoir ce rapport, a été instruite par les États-Unis et par les autorités de l'ONU de ne plus jamais considérer ce rapport, de le classer sans suite. Je le sais parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Je suis allé la voir à La Haye, accompagnée de Madame Victoire Ingabire, qui a fait
autant d'années de prison parce qu'elle avait demandé que les victimes Hutus aussi bénéficient de la compassion. Et madame nous a dit, écoutez, je ne peux rien faire. On m'empêche de sortir ce rapport. On m'empêche même d'auditionner l'expert américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Robert Garsoni. Garsoni n'a jamais été auditionné sur son rapport de 1994. On a interdit. J'ai contacté Mme Ogata. Ogata ne voulait pas, parce que Garsoni travaillait pour le HCR. Ogata a refusé que son ex-agent aille témoigner au tribunal pénal international, tout simplement pour cacher les crimes du FPR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, on nous traite de négationnistes parce que nous exigeons la justice pour toutes les victimes. Nous exigeons une mémoire commune, une mémoire égale pour toutes les victimes, qu'elles soient rwandaises, plutôt congolaises ou tutsis. Et finalement, ce sera ça la solution. Si on veut que la paix règne dans cette région, si on veut qu'au Rwanda il y ait une véritable réconciliation, il faudra bien un jour qu'on se résolve à accepter que les victimes Hutus aient aussi le droit à être enterrés dignement, comme leurs frères ou sœurs Tutsis. Il faudra accepter que les parents des victimes Hutus puissent ensevelir leurs parents dans la dignité, qu'ils puissent commémorer et rendre hommage à leurs parents tués par le FPR ou par les Interahamwe. Parce que même si un Hutu a été victime du massacre des Interahamwe, il n'a pas le droit de commémorer ça publiquement. Le mois d'avril, c'est pour les Tutsis. Un jour, je suis allé au mémorial de Bruxelles, mémorial du génocide. À l'époque, on n'avait pas ajouté de dire que on n'est pas en train de tourner le dos à cette question en fait. La preuve, je suis ici et demain je me rends au Rwanda et on va mettre l'emphase, en tout cas dans ce voyage. Aussi en fait ce que nous faisons au quotidien, c'est de nous assurer que les États-Unis peuvent appuyer la médiation internationale du processus qui est en train d'être géré par le Kenya et l'Angola pour amener la paix, la sécurité, la stabilité pas seulement que nous suivons cette question avec soin, mais également nous sommes impliqués dans cette question. C'est l'opportunité justement que j'ai eu à parler avec le ministre, votre ministre, il y a de cela quelques mois à Washington. Justement, c'était l'un des sujets dont nous avons parlé. Et donc certainement nous allons en reparler avec le président Kagame quand je le vois demain au Rwanda. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a su appuyer le M23. Donc nous en appelons à chaque parti dans cette région de pouvoir tout appui au M23, mais en fait, tout appui à tout autre groupe armé non étatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix, et nous en appelons. Bon, certains pays sont assis sur la chaise qu'on appelle Sud-Soudan. Alors, les Russes se sont installés sur la chaise qu'on appelle la République centrafricaine. Mais il y a toute la largeur de la table qui semblait inoccupée. Bon, la France était là, mais ça semblait inoccupé. Donc les Russes arrivent pour s'installer sur ce flanc-là, tout en sachant que les lusophones et les Américains encore sont assis au sud, du côté de l'Angola, et au sud-est, du côté de la Zambie. Donc, lorsque Sergueï Lavrov arrive, il parle au président Sassou. Ils vont réactiver la commission mixte congolo-russe. Dans la foulée, le Cameroun va aller signer un accord presque secret avec le Russe, un accord de défense. Et dans cet accord, ils ont réactivé des vieux accords qui existaient et la Russie va devoir défendre le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est quel pays? C'est le pays le plus développé de l'Afrique centrale. C'est le plus grand port de l'Afrique centrale et un des plus grands ports du golfe de Guinée. Les Français qui sont dans le Sahel
avec l'opération Barkhane. Ils utilisaient les ports d'Abidjan pour parvenir jusqu'au Mali. Et comme on les a chassés du Mali, ils ont utilisé les ports d'Abidjan pour aller au Niger. Or, dernièrement, ils ont essayé de passer par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ont été conspués partout, c'était violent. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus utiliser le flanc ouest, c'est-à-dire le port d'Abidjan, pour avoir accès au Sahel. Il ne leur restait plus que le flanc est, c'est-à-dire parce que maintenant la base c'est N'Djamena au Tchad, qui est un pays enclavé. Donc, qui contrôle le port de Douala et le Cameroun, contrôle tout ce que les pays occidentaux vont faire sur le Sahel, parce que les matériels militaires rentreront par là. Et apprendre que les Russes aussi arrivent, et que les Russes veulent établir un pont depuis le port de Douala, le Cameroun, jusqu'en République centrafricaine, établir un pont, et non seulement jusqu'en République centrafricaine, mais jusqu'au Congo-Brazzaville, lequel pont peut leur permettre de faire venir du matériel lourd en cas de guerre en République démocratique du Congo, et à partir de Douala, arriver en Centrafrique, descendre par le Congo-Brazzaville, atteindre Kinshasa, mais très facilement, utiliser même le fleuve. Les Américains ont compris que la réparation, maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 3 personnes en Afrique. Ils ont envoyé Madame Greenfield, qui est l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Ils ont envoyé Samantha Power, qui est l'administratrice de l'Agence de développement américaine, et Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. Ils se sont répandus en Afrique. Mais la personnalité la plus élevée en grade, qui est le responsable de toutes ces personnes, commence par l'Afrique du Sud, qui est l'antichambre des États-Unis en Afrique. Ils viennent au Congo, qui est la réserve des matières premières des États-Unis en Afrique, pour finir au Rwanda, qui est le mercenaire des États-Unis en Afrique. C'est tout dire. Et Lavrov, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Congo-Brazza, Ouganda. Il va en Ouganda, il parle avec Museveni, et Museveni qui dit « Ah, nous, on ne va pas combattre quelqu'un qui ne nous a jamais fait du mal. Mais notre ambition, c'est de faire une grande zone de libre-échange économique, mais où il n'y aura pas seulement une union économique, mais ça sera aussi une union politique et une union militaire. » Autrement dit que cette bande de tous anglophones, qui le dirige toute la région et de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, c'est ainsi qu'ils établissent des bases. Souvenez-vous de 22 000 hectares qu'on leur a octroyés au Congo-Brazzaville. Là, le tableau devient de plus en plus clair. On voit dans quelle direction ça s'en va. Donc, les gens se positionnent pour une future guerre en Afrique et dont l'enjeu sera les matières premières de la République démocratique du Congo. Je vous signale que Lavrov a fini en Égypte, un pays très proche des États-Unis, sauf qu'à l'époque de Gamal, l'Égypte a déjà fait une guerre pour le canal de Suez. Ils ont toujours eu une position, je ne dirais pas ambiguë, c'est des velléités de souverainisme dans leur tête. C'est-à-dire, ils se disent, les États-Unis soutiennent l'armée égyptienne, mais l'armée égyptienne peut s'acheter des avions russes. Il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et Lavrov l'a compris, il s'est dit, s'il y a un pays où on peut aussi aller bien parler, c'est l'Égypte. Après ce qui s'est passé, où il y a une grande organisation juive qui a été interdite de fonctionner en Russie, la Russie qui a toujours été, d'une certaine manière, proche d'Israël, Israël qui est très proche des États-Unis, c'est-à-dire ils ne s'interdisent rien. Vous avez beau être les amis des Américains, s'ils peuvent aussi parler avec vous, c'est question d'intérêt, c'est question de rapport de force. Donc, ils ont bien choisi leur pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Non, ils ont choisi bien leur pays, l'Égypte, le Cameroun, le Congo-Brazzaville. Et les États-Unis ont aussi bien choisi leur pays, l'Afrique du Sud, le Congo et le Rwanda. Tandis que les autres là, ils vont au Ghana, ils vont partir